Bonjour, donc on est là sur la troisième audition programmatique de la liste Besançon verte et solidaire avec Maxime Renaï qui est lanceur d'alerte et qui nous a fait le plaisir de répondre positivement à cette audition programmatique. Et on va discuter aujourd'hui, donc après les forêts, après le logement, on va partir sur un tout autre sujet. On va discuter de l'implication citoyenne et de comment organiser dans la mairie verte et solidaire que nous allons mettre en place les contre-pouvoirs et comment organiser l'implication citoyenne. Donc voilà, Maxime qui est avec nous et Séverine et moi. Voilà. Donc Maxime, tu es lanceur d'alerte. Est-ce que tu peux préciser en quoi ça consiste un petit peu cet emploi de lanceur d'alerte avec qui tu es? Alors c'est pas un emploi, mais qui je suis? Donc je suis originaire de Besançon. Là je travaille actuellement pour la web télé Le Média, qui est dirigée par Denis Robert. Donc j'ai fait plusieurs émissions, notamment sur la remontée de l'argent de BFM TV dans les paradis fiscaux, entre autres choses. Et je vais parler prochainement de General Electric Belfort. À côté de ça, j'ai sorti un livre le 10 avril dernier qui s'appelle Là où est l'argent, aux éditions Les Arènes, qui parle de mon expérience dans la finance offshore, donc dans les paradis fiscaux, à Jersey au Luxembourg, et en parallèle d'avoir travaillé gratuitement pour les services français pendant 5 ans pour leur donner des informations que je pensais utiles pour mes concitoyens. Voilà, grosso modo, je soutiens donc la liste Besançon verte et solidaire, évidemment, parce qu'elle est déjà parce que au niveau des idées, c'est celle qui me va le plus, c'est très loin. Et ensuite, je suis quelqu'un de très pragmatique et je trouve que les gens qui sont autour de cette liste, qui rejoignent cette liste, sont des militants. Et pour moi, c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire des gens qui sont capables de mettre en pratique leurs idées. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement des idées, on croit en quelque chose et on fait des choses différentes à côté. Là, on a des gens qui mettent en pratique véritablement de façon très active. Je pense notamment à l'attaque juridique que vous avez menée concernant les VET, donc contre la bétonisation des VET, donc, qui est un endroit de 34 hectares protégés. Voilà. Et puis aussi, je pensais notamment au deuxième arrêt anti-mendicité que vous avez attaqué. Vous êtes la seule force politique à Besançon qui a eu le courage et l'audace de s'attaquer à ces choses très concrètes. Donc, pour ces deux raisons, pour les idées et pour la mise en pratique, c'est pour ces deux raisons-là et pour les gens que je rejoins, que je soutiens la liste Besançon verte et solidaire. Alors, l'initiative de Besançon verte et solidaire, elle est partie d'un texte d'appel qu'a souhaité mettre en évidence 3 urgences, l'urgence sociale, l'urgence écologique et l'urgence démocratique, parce qu'on considère effectivement que les citoyens, que tout le monde est légitime pour à un moment donné être au conseil municipal et avoir des idées, parce qu'on a une ville aussi qui est pleine d'initiatives associatives avec des militants et qu'on estime aussi que les solutions, elles se trouvent dans ces combats-là. Et du coup, on a vraiment envie dans cette démarche Besançon verte et solidaire de mettre en place, de favoriser l'implication citoyenne. Alors qu'est-ce que tu peux nous donner comme élément qui permettrait de faire en sorte que les citoyens se réapproprient la décision publique? Alors moi, je regarde plus, moi ce que j'aime bien, mes passions, c'est un peu le droit et tout ce qui est compta. En termes de compta, je pense, en termes de droit, c'est ce que vous faites déjà en fait. Bon là on parle des attaques juridiques que vous avez fait contre des propositions qui ne sont pas soutenables, par exemple l'urbanisation des VET. En termes comptables, au niveau local, moi je proposerais tout simplement, et normalement on y a droit, mais à l'accès au grand livre des comptes. Alors il faut savoir que moi ce qui me gêne, c'est que même quand on a droit à avoir accès à des documents, alors je n'incrimine pas la ville de Besançon en particulier, mais c'est très dur d'avoir ces documents qui sont normalement disponibles pour les citoyens. Et on doit malheureusement passer la plupart du temps par des actions juridiques à travers la CADA notamment, qui est l'organisme qui permet de débloquer quand les administrations ne veulent pas alors qu'elles ont l'obligation de délivrer certains documents auxquels on aurait accès. Donc, quand vous serez à la mairie, moi ce que je propose, c'est de faciliter l'accès aux documents, tout simplement. Alors ça peut paraître tout simple, mais en fait, ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. C'est quelque chose de très important en termes de transparence, et pas uniquement de transparence, mais de réappropriation de la décision publique par les citoyens.
Et aussi donc avoir accès à des documents extrêmement importants, à mon avis, centraux, comme le grand livre des comptes. On voit toutes les dépenses, qui touche quoi, etc. Donc c'est, je pense, très important. Et on se rend compte aussi que si on assiste à un conseil municipal, c'est très compliqué pour un citoyen de comprendre les enjeux des décisions qui sont prises, parce que les choses vont très... Alors effectivement, c'est public, un conseil municipal, mais les choses vont très vite, on n'a pas forcément les dossiers. Donc comment on peut faire en sorte que les Byzantins et les Byzantines se sentent concernés et qu'ils comprennent véritablement les enjeux de certaines décisions qui sont prises et qui font qu'à l'heure actuelle, le fonctionnement est relativement opaque. Ouais, c'est une super question. Je pense peut-être, alors c'est comme ça là que tu viens de me poser la question, peut-être mettre en place une plateforme où les gens auraient accès tout simplement aux documents de délibération bien avant, même par exemple 2 semaines, 3 semaines à l'avance quand c'est possible. C'est-à-dire qu'on soit vraiment que les citoyens soient comme les décisionnaires et accès même peut-être aussi rapidement, voire plus rapidement que les décisionnaires, et peuvent dire même, et pourraient dire même envoyer des emails ou voir les élus en disant écoutez, là on a vu les documents qui sont sur la plateforme, on n'est pas en accord avec ce que vous allez voter, est-ce qu'on pourra en discuter. Et donc le fait de ne pas avoir pour le moment accès à ces documents et la pseudo-rapidité fait que pour nous, citoyens, on est dans l'impossibilité. Alors on peut parler d'opacité ou pas, peu importe, mais tout est organisé pour que le citoyen, enfin consciemment ou inconsciemment, dans l'organisation, mais n'ait pas son mot à dire. Et je pense que, comme on dit, le diable se cache dans les détails, et ça c'est le genre de détail très important, c'est avoir accès aux documents quand on le souhaite, mais aussi les avoir de façon, même sans avoir à les demander, par exemple avant les délibérés au conseil municipal. Ça me fait penser justement à l'arrêté anti-mendicité, où en fait la décision s'était prise dans une réunion, un conseil de municipalité qui n'est pas un conseil municipal, Oui. donc en présence des adjoints. Oui. Et donc effectivement, ce type d'arrêté, ils ne sont pas en lecture avant leur adoption, Totalement. pour le coup par le maire. Oui. Et de la même façon que le deuxième arrêté anti-mendicité qui a été pris en avril dernier, on a appris que très très tardivement, qu'un deuxième arrêté, donc la municipalité avait réitéré et avait sorti un nouvel arrêté anti-mendicité là au mois d'avril. Et on l'a pris entre guillemets grâce à la presse mainstream, sinon on l'aurait jamais su, quoi. Je veux dire, donc c'est très grave. Enfin, en termes de démocratie, de gouvernance, c'est très grave. Ouais. Après, il y a un affichage, mais effectivement, l'affichage officiel, personne ne va le voir. Donc si on ne fait pas un effort de mise à disposition, de transparence, ça passe à l'as, quoi. Surtout sur des sujets aussi sensibles que ceux-là. Et nous, on se pose la question aussi du fait que des élus aient des comptes à rendre aussi aux citoyens quant à la teneur de leur vote. Or, quand on consulte les documents, c'est très compliqué de savoir qui a voté pourquoi, alors que à l'Assemblée nationale, sur un certain nombre de votes, on est capable de dire que tel député a voté contre, a voté pour. Alors, il ne s'agit pas forcément de jeter l'anathème sur les élus, mais à partir du moment où on a un mandat, on doit rendre des comptes aux citoyens. Totalement. Alors moi, il y a des gens qui ont peur et qui parlent de dictature de la transparence. Moi, bien au contraire, ça, c'est les gens qui ont peur de montrer ce qu'ils font. Moi, je considère que les élus doivent rendre des comptes aux citoyens. C'est la moindre des choses. Et ça serait tout à fait normal de savoir quelles sont les décisions, par qui ont été votées les décisions. Ça ne me choque pas du tout, je trouve ça absolument normal. Ça pourrait être mis à nouveau sur cette plateforme qui pourrait être mise en place en disant voilà, telle décision a été votée par telle et telle personne, donc la plateforme qui délivrerait les éléments avant les... C'est vrai que pour l'instant, la seule information qu'on a sur qui a voté, c'est quand il y a un vote à l'unanimité. On n'a aucun doute sur le fait qu'ils ont tous voté. Exactement. Dans plein de cas, on a 8 contre. Oui. Et surtout dans certains cas où ça fait vraiment débat, on ne peut pas savoir vraiment qui exactement a voté pour, a voté contre, s'est abstenu. Et du coup, ça, c'est assez compliqué. Et quelque part, je trouve que c'est une façon même indirectement d'endormir un peu tout le monde, c'est-à-dire de tuer un peu l'individualité de gens qui seraient militants. Et en fait, on enrobe un peu tout le monde dans le même moule. Je trouve ça même presque dangereux de pas dire qui vote quoi d'une certaine façon, quoi. Ok. Et du coup, se pose la question aussi de la notion de contre-pouvoir. Et comment on peut organiser des contre-pouvoirs ? Alors, des contre-pouvoirs. Et comment une municipalité, pardon, je te coupe pour compléter juste ma question, et comment une municipalité telle que nous on la conçoit, verte et solidaire, et dans la question de la solidarité, il y a aussi la question d'impliquer les gens dans la décision publique, comment
une municipalité peut favoriser aussi des contre-pouvoirs et ne pas en avoir peur finalement? Alors, déjà, les contre-pouvoirs, on a la chance à Besançon d'avoir un tissu associatif extrêmement fort. Et je pense qu'il faut l'aider à se développer et l'encourager parce que le monde associatif, c'est clairement un contre-pouvoir, hein, extrêmement, c'est un vivier extrêmement actif. Et moi, ce que je vois, c'est qu'il y a plein d'assauts qui malheureusement n'arrivent pas à avoir, alors on ne manque pas de locaux, la ville de Besançon ne manque pas de locaux, et n'arrive pas à avoir de lieu. Ou quand on leur dit oui, vous allez pouvoir avoir un lieu, c'est rue Battant, ça va vous coûter 300 balles par mois. Donc si on veut aider déjà tout simplement d'un point de vue très pragmatique ce monde associatif qui est très fort mais qui n'arrive pas à trouver de locaux, bah, c'est de les aider à leur prêter des locaux tout simplement, gratuitement déjà pour commencer. Ça je trouve qu'il y a une grosse déficience dans ce domaine à l'heure actuelle à Besançon, c'est la première chose. Et après, je dirais soutenir les médias alternatifs bisontins. On a 3 médias alternatifs qui sont bien connus, qui sont extrêmement courageux. On a Média 25 Radio Bip. Je pense à Emma Audrey qui travaille, qui est extrêmement impliquée. À Amaury aussi. Je pense à Factuel avec Toufik et puis avec Guillaume. Je pense aussi au Compost que j'ai avec mon frère, donc Alexandre. Ce sont vraiment des voix, parce qu'il faut savoir que l'Est républicain est possédé à 100% par une banque qui s'appelle le Crédit Mutuel. Je ne vais pas décrire le travail du Crédit Mutuel, je veux dire de l'Est républicain, mais on peut se poser des questions néanmoins. Et voilà, donc ça serait soutenir, alors ça ne veut pas dire forcément soutenir financièrement la presse alternative, mais c'est à nouveau, par exemple, les aider à avoir des locaux gratuits, et surtout si les soutenir psychologiquement, moralement à des moments donnés, quand le procureur décide d'attaquer des journalistes. Je pense à Amaury dernièrement de Radio Bip. Moi j'ai entendu, alors sauf erreur de ma part, j'ai entendu personne à la mairie de Besançon soutenir Amaury. Donc en plus je dirais d'un soutien en termes de locaux pour la presse alternative, un soutien moral je pense extrêmement important pour les aider. Alors, du coup, dans la charte, parce qu'avant de choisir les candidats, on a déjà écrit une charte sur le comportement des futurs candidats. On a aussi l'idée de remanier le BVV, qui pour l'instant a vraiment la voix officielle, en l'ouvrant aux groupes d'opposition plus largement, et en laissant aussi une ouverture, alors dans quelle forme ça a déterminé, mais à ces médias alternatifs pour justement faire de ce journal-là un vrai journal de débat, et qui du coup soit de nouveau lu par plein de gens et largement. Et donc qu'il soit représentatif de véritablement l'ensemble des pensées qu'on peut trouver sur le territoire de la commune en fait. Oui, parce que je pense aussi au deuxième média mainstream de Besançon, qui c'est macommune.info, dans laquelle on a la fille du maire qui travaille dedans, qui est possédée par un des plus gros développeurs immobiliers de Besançon qui s'appelle la SMCI. Face à l'Est républicain qui est possédé par une banque et la macommune.info qui est possédée par un des plus gros développeurs immobiliers de Besançon, je pense qu'il faut d'autant plus soutenir la presse alternative, en plus associative, à Besançon, par exemple aussi avec BVV, qui est une excellente idée, évidemment. Ok, et il y a aussi l'idée d'organiser les contre-pouvoirs. Moi, je pense aussi à tous ces arrêtés courageux qui ont été pris contre les pesticides, notamment. Oui. Il y a aussi, dans les contre-pouvoirs, il y a aussi le fait de pouvoir faire de la ville un contre-pouvoir. Tout à fait. Je ne sais pas... quelle aide une ville comme Besançon, si on a une Besançon verte et solidaire, quelle aide on peut apporter justement au type d'action que toi tu fais quand tu vas chercher Bernard Arnault ou des gens comme ça? Alors oui, là justement, là, j'ai rebondi là-dessus. Donc, on a gagné hier avec la web télé, le média, et notre association Lanceur Alerte contre le milliardaire, qui est devenu la première fortune du monde, Bernard Arnault. Donc on a gagné au tribunal de commerce de Paris. Comment aider dans nos actions comme tu dis, par exemple, pour les arrêts anti-pesticides, à des moments donnés, je pense qu'une ville, c'est un levier colossal pour faire des changements au niveau local, et ça a forcément des répercussions au niveau national. On croit toujours qu'il y a niveau local, niveau national, grand niveau national, etc. Non, on peut faire des choses totalement révolutionnaires. Par exemple, si vous étiez maire de Besançon, si tu passes un arrêt contre les pesticides et que tu vas en appel et que tu perds, mais que tu vas en appel et que tu pousses ce projet jusqu'au Conseil d'État, moi par exemple, avec les associations, certaines associations au niveau national, on serait avec toi derrière
pour tenter de changer, de lutter contre ces lobbies nationaux et transnationaux, quoi. Donc, quand tu me dis comment tu peux m'aider, moi aussi, moi je peux vous aider une fois que vous serez élu à la mairie de Besançon. Ouais, ce qui est important, en fait, c'est de se rendre compte qu'une ville, elle peut être innovante. Totalement. Ouais, et qu'ensuite être suivie même par des grandes villes type Lyon, Grenoble, Paris. Mais ça rejoint notre héritage byzantin. Il ne faut pas oublier que dans les fin des années 60, on est la ville qu'a inventé l'ancêtre du RMI. Et on a été innovant avec le minimum social garanti. Et on a la lutte des LIP, la lutte des LIP et mutuelle. Je veux dire aussi, on oublie, mais tout ce qui est mutuel, je veux dire, c'est quand même pas rien. Ça a été inventé, créé à Besançon avec tout ce qui est socialisme utopique. On vient pas de nulle part, c'est une force. Il faut quelque part l'assumer. Renouer avec. Renouer avec. Moi, je trouve incroyable qu'il n'y ait pas de maison de Proudhon à Besançon, des choses comme ça. Il y avait aussi des défauts, mais je veux dire, il n'y a rien qui mette en valeur ce patrimoine de socialisme utopique, très pragmatique en même temps. Quand il est mis en valeur, c'est pour l'enrober sous une couche qui rend complètement inoffensive cette pensée-là. C'est ça, exactement. Donc finalement, c'est aussi faire comprendre aux gens que quand on nous dit oui, mais bon, le changement, il doit venir du national, une ville, elle ne peut pas faire grand-chose. Finalement, on a quand même beaucoup de choses qui peuvent être initiées au niveau local. Et finalement, une ville, nous, comme on l'espère, Besançon, ville verte et solidaire, c'est aussi une ville qui, à un moment donné, va essayer de protéger les Byzantins et les Byzantines de cette espèce d'étau libéral qui nous a imposé. Exactement. Et pour les citoyens, et inspirer les autres communes et au niveau national. Parce que tu parlais, moi je considère, tu vois, par exemple, quand on attaque avec mon frère Bernard Arnault, soit je suis dans les Vosges, soit je suis à Besançon, je veux dire, c'est local au final cette attaque, elle est purement locale. Et on fait toujours une dissociation entre local et national. À partir du moment où on est actif, comme vous l'êtes dans vos combats, on est au niveau national. On est local, mais on est forcément au niveau national. Donc la question du rapport de force... Elle est totalement pertinente et on l'a en étant à Besançon, en étant dans une mairie, quoi. Et sur l'implication citoyenne aussi, il y a le fait de pouvoir... nous, on veut faire entrer les citoyens au conseil municipal. Donc je ne sais pas comment tu vois ça, comment tu penses que ça pourrait se faire. Alors justement, on a l'exemple, alors pas au conseil municipal, mais au conseil communautaire, on voit qu'on ne rentre pas, très concrètement, il n'y a pas de place pour y rentrer. Il y a aussi toute cette opacité qui est liée au transfert de compétences et au fonctionnement de la communauté urbaine, qui est quelque chose de particulier. Est-ce que toi, tu as des idées sur la question ou pas ? Alors déjà à nouveau, ça c'est des détails très importants. À la com justement, je sais que mon frère m'a dit qu'il n'y avait pas de place, et ça je veux dire c'est quand même très étrange. Même des fois tu n'entends pas du tout ce qui se passe au niveau... Des débats, tu peux rien entendre. Donc bon, tu viens, si tu as la chance de trouver une place, tu n'entends rien, donc c'est un peu mort, quoi. Après, je pense à nouveau avec les nouvelles technologies, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, pour faire comprendre toute cette complexité qui est un peu faite exprès, c'est quelques tutoriels bien faits avec des petites vidéos, justement sur cette plateforme dont on discutait un peu de façon informelle, en disant voilà à quoi sert le Grand Besançon, voilà à quoi sert la com, ou je ne sais, et en résumé que quelqu'un puisse nous expliquer et que tout à chacun puisse juste cliquer pour comprendre comment ça se passe, quoi. Effectivement, on a mis en place une plateforme pour écrire le programme, et donc où chacun peut contribuer, ramener des propositions, ou voter pour des propositions, ou voter contre des propositions. Donc là, c'est un outil qui nous sert à élaborer le programme, et effectivement, on a l'ambition de le faire perdurer au-delà, et que ce soit un outil de gouvernement numérique. Après, c'est un outil numérique, et il faut toujours aussi penser aux personnes qui n'en ont pas accès. Ça va faire l'objet d'une autre audition programmatique, la fracture numérique. Alors là, à nouveau, ça peut être le monde associatif qui peut intervenir avec des tracts ou avec aussi en postant dans les boîtes aux lettres des personnes en disant, en ciblant, sachant par exemple que telle et telle partie de Besançon n'a pas beaucoup internet, par exemple, en disant voilà, on vous propose une explication à telle heure dans tel lieu pour vous expliquer comment marche la com de com, le Grand Besançon, etc. C'est vrai que les gens sont assez demandeurs de ce type de formation. En fait, ce qui est vraiment démobilisant pour les citoyens et les citoyennes, c'est les réunions d'information où en fait il n'y a pas de prise de parole pour la salle, et où en fait au final on se retrouve dans une situation un petit peu d'enfant à devoir écouter ce qui est l'essence. Et à s'endormir en plus.
Donc c'est vrai que pour l'instant, ces réunions-là de bilan sont quand même assez peu suivies par les citoyens et les citoyennes, mais on peut imaginer qu'avec une vraie implication citoyenne et en redonnant le pouvoir au peuple, ça serait beaucoup plus suivi. Et surtout, essayer de changer de format, enfin, ce que tu disais effectivement, c'est-à-dire que effectivement, là, les citoyens sont convoqués pour entendre la bonne parole, et je pense qu'il faut qu'on réussisse à inverser le truc, c'est-à-dire que nous, on est là et on veut les écouter, quoi. Et je pense que ça aussi, c'est des méthodes qu'il faut qu'on réussisse à mettre en place. Oui, c'est des mécanismes très forts qui sont ancrés, c'est-à-dire on a quand même une oligarchie, et qu'elle soit nationale ou locale, pour ne pas dire de népotisme, qui considère qu'elle a raison sur tout, qu'il n'y a pas besoin de parler, d'échanger. Il faut faire preuve de pédagogie avec les gens quand ils ne comprennent pas, ils ne sont pas d'accord. Qui ne comprennent rien. Voilà. Alors qu'on a complètement oublié les bases du bien commun, du servir du bien commun. Ce sont les politiques qui sont au service des gens. Ce sont comme des samouraïs. D'une certaine façon, ils se doivent d'être au service des autres, point barre. Voilà. Alors justement, moi sur les dettes, un des premiers trucs que m'a répondu une responsable politique que je ne nommerai pas parce que je suis sympa, c'est revois tes dossiers, ma grande. Non, je connais très bien mes dossiers. Ouais. Et c'est vrai que dans le monde associatif, il y a énormément d'expertise. Oui. Et il faut arrêter de croire que les élus savent mieux que le monde associatif ou que le monde citoyen. Il y a plein d'endroits où en fait on a plein de gens qui connaissent pas si bien que ça. Ah bah, pire que, oui, et puis moi de ce que j'ai entendu aussi en étant avec vous, il y a évidemment beaucoup d'élus qui ne prennent pas, enfin ça j'enfonce une porte ouverte, mais qui ne lisent pas, qui ne suivent pas, qui votent à l'unanimité, qui ne savent même pas ce qui est passé. Ils ne couvrent pas leur mail en fait, parfois, et qui laissent passer des arrêtés anti-mendicité. Voilà, par exemple. Voilà. C'est dramatique. Après, il y a une spécialisation des élus dans leur domaine. Je pense qu'on ne peut pas non plus tout lire, il y a plein de domaines différents, mais il y a une variante entre... je pense qu'il y a quand même un équilibre à trouver. C'est normal que dans un travail collectif, il y ait une spécialisation aussi et qu'on puisse pas tout suivre. Oui, c'est sûr. Mais c'est vrai que on a quelques exemples cocasses quand même de mails non ouverts. C'est sûr qu'un arrêté anti-mendicité fait par Jean-Louis Fousseret, on peut se dire qu'on n'est pas en totale confiance. Et surtout la deuxième fois, quoi, j'ai envie de dire. Dire ça. Ok, donc organiser les contre-pouvoirs, c'est intéressant donc de filer la main au monde associatif, à prêter des locaux. Et du coup, sur le fait de prêter des locaux, ça va avec une autre problématique sur le monde associatif, qui est souvent les subventions au projet et pas la subvention au fonctionnement. C'est vrai qu'on peut imaginer tout à fait de refaire un débat avec le monde associatif sur les modalités du financement du monde associatif, avec toute la problématique que le monde associatif n'est pas forcément là non plus pour se substituer à un service public, ce qui est parfois le cas. Mais on peut travailler, moi je suis vraiment un fervent, un défenseur des partenariats informels entre le monde associatif et l'État, les structures étatiques ou les structures par exemple d'une mairie ou d'un département. Parce qu'on ne peut jamais tout faire, c'est de l'illusion de croire qu'un État ou qu'une municipalité peut tout faire, qu'elle a tous les moyens possibles et imaginables. Et comme tu disais tout à l'heure, en plus, le monde associatif a énormément d'expertise. Donc je pense qu'il y a moyen de travailler main dans la main. Il y a une intelligence collective sur laquelle clairement il faut qu'on s'appuie. Voilà, il y a une vraie force, comme tu dis, une intelligence collective qui est très importante. Et du coup, moi je pense que ça va aussi, je pense qu'il faudrait qu'on en discute avec les associations, mais les subventions au projet, c'est quelque chose qui finalement rend dépendant aussi beaucoup les associations du monde politique. Il faut à la fois trouver le moyen de soutenir, sans les rendre clients. Exactement. Ce qui peut être un risque. Et de les aider à devenir indépendants, totalement Donc il faut se mettre dans cette démarche-là, dans cette démarche à la fois de soutenir ce monde associatif et de lui permettre une totale indépendance vis-à-vis de nous, c'est-à-dire du pouvoir politique. Oui. Voilà. Ok. Bon, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, toujours sur cette question des contre-pouvoirs. Est-ce que tu vois d'autres outils qu'on peut mettre en place, alors peut-être que toi tu connais au niveau national, mais qu'on pourrait décliner au niveau local Non, je pense qu'on a évoqué, moi un peu une des spécialités, c'est de révéler des informations qui sont cachées par la presse, donc alternatives au niveau national, mais pas uniquement, et puis de faire des attaques juridiques, et travailler aussi avec les syndicats, mais non, je pense qu'on a couvert pas mal de choses. Ok, donc implication citoyenne, organisation des contre-pouvoirs. C'était donc la 3e audition programmatique de Besançon Verte et Solidaire. Alors, il faut mettre des pouces, il faut partager, il faut aller sur la plateforme collaborative et je pense que j'ai rien oublié. Donc voilà, et on en fera d'autres. N'hésitez pas à partager avec vos amis et
à commenter et surtout aller sur la plateforme collaborative pour faire vos propositions.